Bonjour à tous et bienvenue dans cette série consacrée aux figures d'église prix Nobel de la paix organisée par Pax Christi France. Aujourd'hui, nous allons partir au Timor oriental pour découvrir le parcours exceptionnel de Monseigneur Carlos Felipe Jiménez Bello, né en 1946 et actuellement, je crois, au Mozambique. Mais vous pourrez nous en dire plus, Christine Cabasset, qui est notre invitée aujourd'hui. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1996. Et donc, pour nous parler de lui, je vous présente Christine Cabasset. Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous, Christine, vous présenter en quelques mots et nous expliquer qui était Monseigneur Bello et comment vous avez été amenée à étudier sa vie? Alors, moi, je suis géographe et je travaille depuis très longtemps sur l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est est quand même une grande région composée de 11 pays, dont le Timor oriental, voilà. Et je suis spécialiste plus précisément de l'Indonésie et du Timor oriental, deux pays que je connais bien, voilà, pour aller vraiment dans ces deux pays depuis longtemps. Et je suis parallèlement donc directrice adjointe de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, l'IRASEC, qui est basé à Bangkok, où je suis actuellement. Oui, vous vous rendez disponible depuis la Thaïlande, alors merci beaucoup. Bon, à Pax Christi, c'est vrai ce programme est dirigé à destination des jeunes, en fait, pour leur faire découvrir ces figures et notamment des personnes qui se sont engagées dans l'effort de paix international. Donc, c'est vrai que Monseigneur Bello fait partie de ces figures-là. Peut-être que vous pourriez nous expliquer justement quand il a reçu ce prix Nobel et sur quelle base. Euh, alors, en effet, donc, Monseigneur Carlos Bello a reçu ce prix. Je vais y arriver, pardon. Il n'y a pas de problème. Monseigneur Carlos Bello a reçu ce prix le 10 novembre 1996. Donc, je cite tout de suite les pages du prix Nobel de la paix. Donc, ce prix était décerné au courageux évêque de la paix, Carlos Felipe Jiménez Bello, et à l'infatigable diplomate José Ramos Horta pour leur travail en faveur d'une solution juste et pacifique au conflit au Timor oriental. Alors, le Timor oriental est relativement peu connu en France. Donc, pour comprendre un peu l'histoire, il faut parler de géopolitique. Voilà. Et donc, je rappelle que le territoire, donc le Timor oriental, est situé à l'extrême est de l'Indonésie et à 1 heure d'avion d'Australie. Et ce pays, donc ce territoire à l'époque, bon, eh bien, était inscrit sur la liste des Nations Unies des pays à décoloniser dès les années 1960, au titre de colonie portugaise. Le territoire était colonie portugaise depuis le XVIe siècle. Voilà. En fait, ça n'est que lorsqu'il y a eu la révolution des œillets au Portugal, en avril 1974, on a pu assister à la fin de la dictature, à la fin des guerres coloniales et bien sûr donc à l'indépendance des anciennes colonies comme le Mozambique, l'Angola, le Cap-Vert et le Timor oriental. Sauf que dans le cas du Timor oriental, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque le territoire, aujourd'hui donc pays, a écrit son indépendance officielle le 20 mai 2002. Alors, pour comprendre cet intermède très long, hein, de 24 ans, eh bien, là aussi, il faut se replacer dans la géopolitique de l'époque. Et donc, plus précisément, dans le contexte de guerre froide. Et alors, encore plus précisément, en 1975, dans la crainte des grandes puissances mondiales, dans leur crainte de voir les pays sud-est asiatiques devenir communistes, à l'instar finalement du Vietnam, du Cambodge, du Laos, qui étaient effectivement devenus communistes en 1973. Voilà. Donc, sur ces bases-là, l'Indonésie, mais soutenue par les États-Unis et l'Australie, l'Indonésie a décidé d'envahir
le Timor oriental en décembre 1975, puis de l'annexer au titre de 27e province indonésienne en 1976. C'est une colonisation, hein, une occupation, une colonisation qui s'est très mal passée, puisqu'on estime que enfin, il y a plus de 180 000 personnes qui seraient mortes dans ce conflit, c'est-à-dire que ramené à la population totale à l'époque, il s'agit d'un tiers à un quart de la population totale. Donc, c'est tout à fait considérable. Et donc, en 1975, c'est-à-dire à l'époque, José Ramos Horta était un haut cadre du FRETILIN, le Front révolutionnaire pour un Timor-Leste indépendant, et qui est donc l'un des principaux partis politiques qui avait été créé en 1974. Mais tandis que les menaces d'invasion s'accroissaient, et spécialement hein, lorsqu'il y a eu l'attaque de Balibo. Balibo est un village frontalier, qui a été brûlé, incendié par les militaires indonésiens, avec une partie de la population tuée. Et ça, c'était en octobre 1975. Donc, la situation se dégradait terriblement. Et pour chercher, d'abord pour tenter d'infléchir la situation, les Esquimaux ont décidé de déclarer unilatéralement leur indépendance le 28 novembre 1975. Et puis, parallèlement et tout de suite, 4 ministres sont partis à l'étranger, dont José Ramos Horta, qui a été alors nommé ministre des Affaires étrangères et qui passera finalement les 24 années suivantes sans pouvoir revenir au Timor oriental, évidemment, et donc 24 années pendant lesquelles il sillonnera le monde à la recherche de soutien extérieur et surtout plaider la cause des Est-Timorais, et notamment, d'ailleurs, il passera beaucoup de temps dans les arcanes des Nations Unies. Hein, voilà, Conseil de Assemblée générale, etc. Alors, dans son discours prononcé lors de la cérémonie pour la remise du prix Nobel de la paix, José Ramos Horta soulignait, et je cite, « Ce discours appartient à quelqu'un d'autre qui devrait être ici aujourd'hui. C'est un homme exceptionnel de courage, de tolérance et de sens de l'État. Pourtant, cet homme est en prison pour aucun autre crime que ses idées, ses visions de paix, de liberté et de dignité de son peuple. Xanana Gusmao. » En effet, ce dernier, Xanana Gusmao, a été, juste en 1999, le grand dirigeant de la résistance est-timoraise avant de devenir le premier président de la République en 2002. Alors, on le voit sur la photo en bas à gauche. Absolument. Et maintenant, je viens donc à Carlos Belo. De 1983, date de sa nomination à la tête de l'Église catholique du Timor oriental, à la consultation populaire, qu'on appelle parfois référendum du 30 août 1999, par laquelle les Est-Timorais ont massivement voté en faveur de l'indépendance, eh bien, Carlos Belo n'a jamais cessé de dénoncer ouvertement les brutalités de l'occupation. Et ce, Quel a été un petit peu son parcours au sein de l'Église, juste pour rappeler quelques dates qu'on puisse se situer? Donc, il a été ordonné prêtre en 80, il me semble. Il a été ordonné prêtre en 1980. Alors, il vient de l'ordre des Salésiens et il a fait de longues études de philosophie et de théologie à Rome et surtout au Portugal, où il va vivre d'ailleurs une dizaine d'années avant de revenir au Timor oriental en 1981. Et en 1983, le Saint-Siège le nomme administrateur apostolique de Dili, ce qui fait de lui en fait le chef de l'Église est-timoraise. Je précise que Dili est la capitale du Timor oriental, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le Timor. La capitale, oui. Alors, cette nomination est soutenue à l'époque, le prononce à Jakarta et par les autorités indonésiennes, parce que Carlos Belo a alors 35 ans, il est jeune, il n'a pas vécu l'invasion,
ni les années qui ont suivi, puisqu'il n'était pas au Timor oriental, et il n'a pas non plus vraiment affiché de réprobation face à l'invasion. Alors, l'ensemble de ces raisons, eh bien, les Est-Timorais imaginent un alignement de Carlos Bello sur la position indonésienne d'annexion du Timor oriental. Et de ce fait, lorsqu'il arrive au Timor oriental, eh bien, les Est-Timorais comment dire, Se le méfie de reçoivent lui. fraîchement. Mm. Voilà, il se méfie de lui, il le reçoit fraîchement et il boycotte cette cérémonie d'intronisation 1983. Voilà, donc ça ne marque pas très bien pour lui. Il faut ajouter aussi que le sentiment de défiance à son égard était d'autant plus fort que le prédécesseur de Carlos Bello était Monseigneur Martinho da Costa Lopez, qui était un fervent défenseur des Est-Timorais. Voilà, donc il avait déjà un prédécesseur qui avait fait ses preuves et qui avait eu une action très remarquée. C'est un homme Et donc, exceptionnel, oui. Oui. un homme exceptionnel absolument, qui à la fois a toujours dénoncé là aussi les violences, qui a refusé que l'indonésien devienne la langue liturgique, alors que jusqu'à présent c'était le portugais. Le portugais a été une langue interdite par les pouvoirs indonésiens. Et donc, plutôt que de prendre l'indonésien, ce qu'il a refusé totalement, il a donc œuvré pour que ce soit le Tetum, qui était l'une des langues vernaculaires à l'époque et qui aujourd'hui est vraiment la principale langue, enfin la langue majoritaire des Est-Timorais et qui est l'une des 2 langues officielles. Voilà. En tout cas, le fait de dénoncer toutes les violences, tout ce qui se passait dans le territoire, fait que les autorités indonésiennes ont réussi finalement à obtenir du Vatican que Monseigneur Costa Lopez reparte au Portugal, qu'il quitte son poste, qu'il reparte au Portugal, ce qu'il a fait en 1983. Voilà. Alors, signalons aussi qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont influencé cette défiance. À partir de 1983, spécialement, eh bien, on voit le pouvoir indonésien essayer de renforcer son emprise en nommant des prêtres, en substituant aux prêtres est-timorais des prêtres indonésiens dont on se dit qu'ils peuvent être sensibles ou susceptibles d'être sensibles à la question de migration du Timor oriental à l'Indonésie. Je dis susceptibles parce qu'il y a des prêtres indonésiens qui n'ont pas du tout suivi ce chemin ou cette voie et qui sont restés toujours extrêmement proches des Est-Timorais. C'était une tentative d'influence vraiment via l'Église, la nomination de prêtres. C'est ce qu'on appelle une tentative d'indonésianisation du clergé est-timorais. Voilà. Et le procédé a été le même dans le secteur éducatif, sachant qu'à l'époque, dans les années 70, 80, eh bien, la majorité des écoles et des professeurs étaient, donc les écoles étaient catholiques, voilà, la majorité, l'immense majorité. Oui, parce qu'il faut rappeler aussi que l'Indonésie était à majorité musulmane aussi. Il y avait cette dimension-là aussi dans le rapport entre les 2 zones. Tout à fait. L'Indonésie est un pays où la majorité de la population est musulmane. C'est tout à fait vrai. Alors, autre facteur, si vous voulez, de défiance, c'est que il y a eu, vous notez là sur le PowerPoint, il y a eu une attitude ambiguë du Vatican pendant assez longtemps. Des lettres arrivaient régulièrement au Vatican, signalant donc les violences qui se déroulaient dans le pays, mais le Vatican et le pape refusaient finalement de prendre clairement position et de s'exprimer. Alors, on dit que à l'époque, c'était important. Bon, à l'époque, de toute façon, il est très important globalement pour les puissances occidentales, et le Vatican est aussi une puissance, eh bien, il était important de maintenir de très bons liens avec l'Indonésie. Voilà.
Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'Indonésie a une minorité catholique. Alors une minorité, c'est une minorité, mais compte tenu de ce très grand pays qui est l'Indonésie, eh bien, pardon, eh bien, C'est un nombre forcément, important. cette communauté, elle est forcément très importante et encore plus importante finalement que la communauté catholique au Timor oriental. Voilà. Mais alors, je crois qu'il faut vraiment avoir aussi à l'esprit, c'est que dès 1984, Carlos Bello eh bien, dénoncera lui aussi ouvertement, courageusement les violences qui se déroulent dans le territoire. En 1988, il écrit une lettre qui fait date véritablement dans l'Église catholique du Timor oriental. Et dans cette lettre qui est adressée au pape, au secrétaire général des Nations Unies et au président de la République portugaise, il demande que le peuple soit autorisé à se prononcer sur son avenir lors d'un référendum organisé sous l'égide des Nations Unies, et il fustige l'indifférence de la communauté internationale alors que, dit-il, nous mourrons comme nation et comme peuple. Voilà, alors dans ces conditions, finalement, assez rapidement, il a remporté l'adhésion des Timorais et il est devenu un des symboles forts de la résistance à la brutalité de l'occupation indonésienne. Alors, signalons d'ailleurs aussi qu'en 1996, alors que Carlos Bello était lauréat, enfin co-lauréat du prix Nobel de la paix, eh bien, le journaliste Max Stahl, qui a disparu il y a quelques mois, en octobre 2021, alors le journaliste Max Stahl, qui a vraiment énormément documenté à la fois la période d'occupation et l'indépendance au Timor oriental, eh bien, a réalisé sous la forme d'un documentaire, un portrait de Monseigneur Carlos Bello et qui s'intitule Sometimes I must speak out strongly, que l'on peut traduire par Parfois je dois parler fort pour me faire entendre, selon une phrase qu'il a prononcée durant son interview. Dans cette interview, il critique le développement, le soi-disant développement économique du territoire, mais qui est fait pour marginaliser les Estimorais et puis les violences qui s'y déroulent. Mais il y aura aussi évidemment beaucoup d'autres choses, y compris la vie est importante, mais il y a des valeurs plus importantes encore que la vie. Et c'est ce genre de message et d'autres sur lequel il reviendra et qu'il explicitera dans son discours, dans son long discours du prix Nobel de la paix, où il dira nous déclarons que la valeur et la dignité d'une personne ne dépendent pas de ses croyances, religion, politique, philosophie, race ou couleur de peau. Et puisque dans cette série, vous avez déjà organisé une émission sur l'archevêque d'Esputu, eh bien, sachez que Carlos Bello le prenait régulièrement en référence, et je le cite, comme un brillant exemple de la façon dont la vérité peut être combinée à la quête des droits humains et de la façon dont l'humour et l'humilité peuvent être conjugués à la droiture. Voilà. Et on retrouve beaucoup de ces caractères dans ces deux personnages et d'autres. Et pour rester sur le lien entre l'Afrique du Sud et le Timor oriental, à l'époque, en tout cas, avant l'indépendance, eh bien, Nelson Mandela en fait, a rendu visite à Shannon Bushmao, qui était alors en prison à Jakarta en 1997. Et ça a été là aussi, bon, ça fait partie des moments forts et des liens que l'Afrique du Sud et le Timor oriental ont entretenus, mais aussi avec d'autres pays qui étaient passés par les mêmes affres d'accession à l'indépendance ou de luttes diverses comme l'a été l'Afrique du Sud.
Et puis, c'est vrai que Monseigneur Bello a toujours eu aussi cette culture du dialogue qu'on peut retrouver aussi chez John Hume. On a fait aussi une figure de paix sur John Hume en Irlande du Nord. Et c'est vrai que c'est des hommes vraiment qui ont accepté de parler, enfin, de créer des espaces de dialogue, même pour les gens qui étaient ennemis dans la lutte qu'ils menaient, quoi. Et ça, c'est vraiment remarquable. Et une grande marque de Tout courage, à finalement. fait. Tout à fait. Et il y a eu des liens aussi. Bon, évidemment, le Timor oriental a des liens avec énormément de pays, mais donc il y a eu des liens aussi assez tôt avec l'Irlande, euh, justement du fait du long conflit qui a opposé l'Irlande et aux British, Au Royaume-Uni. Mm. aux Britanniques. Voilà. Et donc, il y a eu aussi des liens pendant longtemps avec l'Irlande. Oui, oui. Mm. Mhm. Alors, il me semble que aussi, ce qui a permis que les gens lui fassent confiance, c'est aussi la venue du pape Jean-Paul II au Timor. Mhm. Tout à fait. Donc, ça fait partie des événements qui ont vraiment contribué à infléchir le regard international sur le cas du Timor oriental, qu'on l'a longtemps appelé. Alors, le 2 octobre 1989, en effet, à l'invitation d'ailleurs de Monseigneur Carlos Bello, eh bien, le pape Jean-Paul II est venu à Dili pour y donner une messe devant des milliers de personnes. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'à l'époque, donc le pays, enfin, le territoire était isolé, Mm. vraiment isolé depuis 1975. Donc la venue du pape a été vraiment était un événement extrêmement important pour les Est-Timorais. Alors c'était un événement important international et forcément médiatisé. C'est une occasion dont ont profité des jeunes Est-Timorais pour brandir des pancartes en faveur de la libération du pays, ce qui a donné lieu d'ailleurs à une chasse à l'homme ensuite. Voilà. Alors, et en fait, Carlos Bello a été suspecté, mais régulièrement, il était suspecté finalement d'entretenir des liens privilégiés avec la résistance, ça veut dire avec l'opposition, avec les opposants, ce dont il a souvent été sur le fil du rasoir d'ailleurs. Hein, voilà. Un autre exemple a été lors du massacre de Santa Cruz, donc le 12 novembre 1991, qui est un autre jalon important finalement dans l'histoire du Timor oriental, où l'armée indonésienne a tué quelques centaines de jeunes dans le cimetière de Santa Cruz et qui a évidemment ému les populations du monde. Euh, et dans la foulée de ce massacre, de jeunes réfugiés iront d'ailleurs s'abriter, prendre refuge dans la résidence de l'évêque Mm. Carlos Bello. Et celui-ci, d'ailleurs, permettra également aussi, facilitera l'exfiltration de quelques personnes vers Genève pour témoigner face à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Mm. Voilà. Euh, Puis donc, le pape devait être aussi enfin, une venue importante, sa visite au Timor oriental, puisque, comme vous le disiez, enfin, il y a beaucoup de catholiques dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, peut-être qu'on se rende compte? oui, tout à fait. Alors ça, c'est d'une façon, je dirais, un petit peu paradoxale. Je n'ai pas toujours compris lorsqu'on ne reste pas de près au pays, mais de façon un peu paradoxale, eh bien, le nombre de catholiques a cru de façon considérable enfin, au long finalement de l'occupation. Alors vous voyez sur ce schéma, hein, en 1973, c'est-à-dire 2 ans avant l'invasion, on estime qu'on a 28% de catholiques. On a plus de 80% de catholiques quelques années après, en 1981, et
ce taux, finalement, continue à s'accroître et on aboutit en 2000 à 96% de catholiques et aujourd'hui, je dirais que les statistiques ont fait état de pas loin de 98%. Voilà. Donc, ce qui fait à certains observateurs, d'ailleurs, que c'est le pays ou en tout cas du Sud-Est asiatique, le plus catholique, ramené à sa population totale. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que, alors pourquoi cette croissance finalement, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, la religion dominante en Indonésie est l'islam. Eh bien, la première réponse, c'est que les Est-Timorés ont dû, comme en fait, tous les citoyens indonésiens, les Timorés étaient donc considérés comme des citoyens indonésiens. Et bien, comme tous les autres citoyens de l'archipel, les Timorés devaient revendiquer une religion. Et donc, très peu étaient finalement, beaucoup étaient animistes à l'époque encore. Hein, voilà. Et donc, lorsqu'il a fallu qu'ils déclarent une religion, ils se sont précipités vers le catholicisme, qui était donc la religion de ceux qui les soutenaient, et non pas vers la religion de ceux qui les opprimaient. Voilà. Qui est dominé. Oui, oui. Et puis, il y a un autre élément à signaler, c'est que c'est bien sûr le rôle de l'Église. Vous voyez, depuis qu'on a commencé cet entretien, alors je vous ai parlé de Carlos Bello, de Monseigneur d'Acosta Lopez, et beaucoup d'autres, en fait, beaucoup d'autres prêtres, plus ou moins connus, eh bien, se sont illustrés de la même façon, c'est-à-dire qu'on fait preuve de courage, ils n'ont pas hésité à dénoncer ce qui se passait dans le territoire. Voilà, cette droiture explique aussi. Hein, et puis alors, c'est la dénonciation des violences, mais c'est aussi essayer de prendre autant que possible soin des victimes ou des familles des victimes, voilà, et venir en aide aux populations. Et donc, cela a joué un rôle tout à fait considérable. Et puis cette recherche de vérité aussi, et de la proclamer haut et fort. Je crois que Monseigneur Bello a eu des tentatives d'assassinat, je crois 2 ou 3 tentatives d'assassinat, d'atteinte à sa vie. Tout à fait, oui, oui, oui. Quand je vous ai dit, il était sur le fil du rasoir, c'est ça, oui, oui, bien sûr. C'est un subtil jeu d'équilibriste, c'est-à-dire de continuer à faire ce qu'on doit faire, ou ce que l'on pense qu'on doit faire, sachant qu'on est extrêmement menacé dans sa vie, dans ses biens. Voilà. Et d'ailleurs, sa résidence qui en effet abritera à plusieurs reprises des victimes, des réfugiés, eh bien, sa résidence sera détruite en 99, par exemple. Voilà. Donc, ça ne protégeait pas. Le fait d'être catholique, ça ne protégeait pas. Mais je voulais souligner aussi un autre facteur qui a joué dans cette croissance du catholicisme, c'est que en fait, dans cette société très surveillée, hein, c'est un régime militaire, donc société très surveillée, les Esquimaurais ne pouvaient pas se réunir, ne pouvaient à peine parler, enfin, il y avait tout un système d'espionnage, enfin bon, c'était très dur. Et en fait, les églises sont devenues rapidement les principaux lieux, pour ne pas dire les seuls, mais en tout cas les rares lieux où les Esquimaurais pouvaient se réunir et pour une activité en collectif, pour une activité collective, si vous voulez. Et donc, c'est un autre facteur qui a joué aussi. Voilà. Et puis voilà, c'était une force. En dehors des Indonésiens, c'était une force qui avait les capacités, qui était très structurée sur l'ensemble du territoire, qui avait la capacité d'abord de se parler, enfin parler entre eux, de communiquer entre eux, de se tenir au courant de ce qui se passait dans le territoire et de pouvoir agir là et en conséquence. Donc,
Donc voilà, une force structurée, et c'est évidemment important. Voilà. D'accord. Alors, Mhm. Christine, vous mentionnez tout à l'heure donc l'influence de Desmond Tutu. On sait bien qu'il était très impliqué dans la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Donc, ce terme de réconciliation nous intéresse aussi dans le parcours de Monseigneur Bello. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur son action en faveur de cette réconciliation au Timor? Oui, ça a été, c'est en dehors de la paix, mais d'ailleurs la réconciliation, enfin, est l'un des versants, je dirais, de la paix. Et le parallèle là aussi avec l'Afrique du Sud est pertinent dans le sens que l'Afrique du Sud savait que le pays ne serait pas viable sans avoir cette réconciliation entre deux peuples au sein du même pays. Et pour le Timor oriental, c'était la même chose, mais pour le Timor oriental, les choses se posaient de façon différente, puisque c'était la première fois finalement que le pays allait accéder à l'indépendance. Voilà. Et donc, il y a eu toute la lutte qui a mené à l'indépendance, ensuite l'indépendance, mais tout au long de ce cheminement, euh, euh, Monseigneur Carlos Bello et d'autres ont joué vraiment un rôle considérable pour amener les différentes composantes politiques à se mettre autour de la table, à se parler et à envisager un futur commun. Ce qui n'était pas évident, hein, parce que je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais en fait, tout au long de ce conflit, si la plupart des Estimorais, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, ont voté pour l'indépendance, néanmoins, au début du conflit, il y avait quand même des forces très structurées, enfin, très structurées, mais qui étaient euh, euh, antagonistes, si vous voulez, hein. Donc, vous aviez les tenants de la lutte contre l'occupation et en faveur de l'indépendance, d'autres qui étaient contre l'occupation, mais qui étaient en faveur d'un rapprochement avec le Portugal, et puis d'autres factions qui étaient franchement, clairement, donc en faveur de l'intégration du Timor oriental dans l'Indonésie. Et donc, évidemment, ce sont des positions, enfin, en tout cas, deux de ces positions semblent être diamétralement opposées et difficilement conciliables. Et néanmoins, c'était ça le challenge, le principal défi, c'était de pouvoir réussir à faire nation en tenant compte de toutes ces factions, de faire une nation avec l'ensemble des Estimorais. Euh, et voilà, les hommes d'église, les hommes de paix, auxquels appartient bien sûr Carlos Bello, ont œuvré dans ce sens, mais aussi d'ailleurs aux côtés évidemment des leaders de la résistance qui ont bien compris et très tôt ont bien compris que le pays ne pourrait pas aller loin, ne pourrait pas vivre sans dans une indépendance qui serait, avec une société qui serait fracturée. Sans Donc, il fallait une vraiment, certaine forme d'unité, en fait. Mm. il fallait absolument avoir unité. Vous pouvez avoir des dissensions politiques, ça c'est tout à fait normal, mais par contre, il fallait se convaincre et convaincre les uns des autres. Il était extrêmement important que tous allaient faire partie de ce nouveau pays. Alors, c'est c'est quelque chose d'important parmi les Estimorais, parce que il y a aussi des Estimorais qui ont bien sûr soutenu l'armée indonésienne et qui ont fait eux aussi acte de violence, hein. Mhm. Voilà, donc il y a eu des processus de réconciliation, voilà. Mais en tout cas, Monseigneur Bello a dit en 1996 dans son discours de prix Nobel: bannissons la colère et l'hostilité, la vengeance et d'autres sombres émotions, et transformons-nous en d'humbles instruments de paix. Et vraiment, voilà, il a fait partie constamment de ceux qui ont cherché à calmer les choses, à mettre les gens autour de la table et à pouvoir
et à pouvoir favoriser une paix durable, finalement, puisque sans réconciliation, la paix n'est pas durable. Pas assuré. Ouais. Et ça, ce thème de la réconciliation a été aussi fondamental entre l'Indonésie et le Timor oriental. Hein, donc, ça a été deux territoires rivaux, mais qui l'ont été aussi dans le contexte particulier de la guerre froide. Vraiment, je crois qu'il faut souligner de part et d'autre, là encore, la volonté ferme des dirigeants politiques de chacun de ces pays non pas d'oublier ce qui s'était passé, ça n'est pas possible, mais de construire de nouveaux liens et d'aller de l'avant. Et je dois dire que lorsque je suis au Timor oriental, ou pas d'ailleurs, mais souvent des étrangers qui ne connaissent pas très bien le pays me disent mais donc, quel est l'état des relations entre les deux pays? Je dis, bah, très bien, c'est très bon. Je veux dire, les Estimorais aiment beaucoup aller en Indonésie et vice-versa. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a des échanges éducatifs, médicaux, dans les secteurs commerciaux, évidemment, parmi les églises d'ailleurs, et de toute confession. Enfin, voilà. Donc c'est extrêmement riche. Et je pense que c'est vrai que vu d'Europe, on n'a pas forcément cette perspective-là, mais j'avoue que le Timor oriental et l'Indonésie ont beaucoup œuvré et assez rapidement pour dépasser ces lignes de fracture, pas oublier, non, mais les dépasser et pouvoir construire positivement de nouvelles relations. Et je dois dire aussi que ça, donc ce thème de la réconciliation était évidemment important dès l'indépendance, dès 99 d'ailleurs, hein, dès le départ indonésienne. Mais ça a été fasciné aussi par tout un tas de liens que les Estimorais et les Indonésiens ont eus aussi pendant l'occupation, parce que la situation était donc dramatique au Timor oriental, mais elle l'était aussi pour les personnes, pour les militants des droits de l'homme en Indonésie, dans ce qu'on appelle l'ordre nouveau, hein, Orde Baru, de l'Indonésie, donc sous la main de fer du président Suharto entre 1966 et 1998. Et en fait, beaucoup d'Indonésiens politisés, évidemment, des militants, se sont retrouvés en prison, si vous voulez, et donc connaissaient ce qui est aussi au Timor oriental, puisqu'il se passait finalement globalement la même chose pour les rebelles, comme on les appelait, les rebelles en Indonésie. Voilà, donc il y a eu quand même un certain nombre de jalons qui ont préparé ça. Et voilà, aujourd'hui, les relations entre les deux pays sont bonnes. Sont très Vers bonnes. une direction commune. D'accord. Et Christine, une dernière question, puisque ce programme s'adresse aux jeunes. Comment la figure, selon vous, de Monseigneur Bello pourrait-elle les inspirer aujourd'hui? Alors écoutez, votre question m'inspire, moi, quelques qualificatifs, Mhm. quelques adjectifs qui, à mon avis, peuvent illustrer la figure de Monseigneur Carlos Bello, mais aussi Desmond Tutu et d'autres personnes qui ont œuvré en ce sens. Et donc, je citerai hein, le courage, le Mhm. grand courage, la ténacité, la grande humanité, la droiture, la rigueur, la bienveillance et l'humour. Mhm. Et c'est quelque chose de frappant parce que lorsque vous regardez évidemment la vie et même des documentaires encore, hein, et on le voit d'ailleurs aussi au travers de du podcast que vous avez fait sur l'archevêque Desmond Tutu, on voit bien cet humour alors qu'en Mhm. fait, tout comme au Timor oriental, je veux dire, ces personnes ont traversé des périodes extrêmement noires, sont terribles. Et pourtant, ils savent, c'est une très grande capacité à avoir, mais s'extraire
s'extraire à un moment de ce passé lourd et avoir toujours finalement rebondir, être assez actif, rebondir, faire preuve d'une agilité pour passer du pleur au rire finalement à peu près instantanément. Et j'avoue que lorsque j'ai commencé à aller au Timor oriental, c'était donc il y a 20 ans à peu près, sur le terrain, c'est quelque chose qui m'a étonné, cette capacité des Est-Timorais que je connaissais bien déjà, enfin que je connaissais, je veux dire, par tout ce que j'avais lu sur le pays. Et donc je savais ce qu'ils avaient enduré. Et pourtant, vous rencontriez voilà, des personnalités politiques ou des personnalités ou des personnes ordinaires qui avait cette capacité de rire et d'humour absolument incroyable. Ça m'a toujours sidéré, voilà. Et je crois, voilà, que, en tout cas pour moi, si je dois résumer l'inspiration que peut inspirer, enfin l'inspiration que peut provoquer la figure de Monseigneur Bello, eh bien, ce serait, voilà, ces quelques adjectifs. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, pour s'inspirer plus loin, hein, donc on a mis quelques lectures. J'ai effectivement noté le film conseillé par le journaliste Marc Stahl. Et vous avez également, vous, publié des ouvrages. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Oui, alors je peux parler, enfin, il y a un livre que l'on peut citer, qui est donc celui que nous avons coédité avec Benjamin de Araújo et Cortés, universitaire est-timorais, et Frédéric Durand, un universitaire français. Voilà, et donc tous les trois avons coédité un ouvrage collectif. Donc il y a de mémoire une quinzaine de, mais il est juste à côté de moi. Il y a une quinzaine de chapitres différents et ce qui est sur différents aspects du Timor oriental. L'idée, c'est de donner finalement des clés de compréhension sur ce pays quand même peu connu en France encore, donc au travers de la politique, la géopolitique, les relations enfin, avec la communauté internationale, les questions économiques et pétrolières, le tourisme, enfin, l'aménagement du territoire. Et il y a aussi un article qui a été rédigé par Frédéric Durand, d'ailleurs, sur le catholicisme au Timor oriental. Voilà, donc c'est évidemment, je recommande la lecture de ce livre pour les personnes qui veulent en savoir plus. Et puis un autre livre qui est cette fois récurrent, c'est-à-dire qu'il est annuel. Donc c'est un livre qui s'appelle L'Asie du Sud-Est 2022. Donc il y en a évidemment, le millésime change chaque année. Bilan, enjeux et perspectives. Et l'idée est de revenir sur l'ensemble de la région sud-est asiatique, donc des 11 pays. Et il y a bien sûr un chapitre sur le Timor oriental à chaque fois, et qui permet de se mettre à jour d'année en année sur les avancées, ou pas d'ailleurs, mais enfin donc sur le cheminement de Timor oriental, voilà, et d'autres pays. Voilà. Parfait. Ben, merci Christine Cabassé pour votre temps passé avec nous pour nous parler de Monseigneur Bello. Je vous laisse avec cette belle phrase de Monseigneur qui explique à quel point voilà, la jeunesse peut aussi contribuer à l'expansion de la paix, de l'harmonie et de la fraternité dans le monde. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, Christine, en Thaïlande. Je vous À bientôt. remercie. Je vous remercie. Au Au revoir. revoir.